Bonjour Monsieur Lionel Zinsou, ravi de vous recevoir à l'OIF à l'occasion de ce petit entretien que nous avons souhaité organiser. Bonjour et merci à la fois de m'avoir invité aujourd'hui et au sommet de la francophonie à laquelle je suis très attaché. Merci beaucoup. Alors, vous avez participé donc à ce dernier sommet qui a mis l'accent sur l'entrepreneuriat et notamment celui des jeunes. Quels sont selon vous les principaux atouts économiques que l'espace francophone peut offrir à cette jeunesse en quête de débouchés professionnels? Alors, c'est une question qui est très intense, très chargée d'émotions, parce que c'est peut-être le problème politique le plus grave en fait de l'Afrique, les difficultés d'entrée sur le marché du travail pour la jeunesse, pour une jeunesse nombreuse, de mieux en mieux formée, et donc frustrée de l'emploi en fait. Donc c'est une question très forte, c'était important politiquement que ce soit au cœur du sommet, et parce que c'est au fond au cœur politiquement de la mission de l'OIF. Quand on est une organisation de la langue, de la culture, du partage entre des pays qui peuvent être solidaires, régler les problèmes politiques les plus intenses, c'est vraiment important. C'est vraiment une priorité politique pour tous, et on a une jeunesse qui est nouvelle d'une certaine manière, parce que nous avons moins d'enfants en Afrique. La fécondité baisse rapidement. Même les pays d'Afrique du Nord ont maintenant une démographie qui ressemble beaucoup à l'Europe du Sud. Et donc nous avons un petit peu moins d'enfants, mais beaucoup de jeunes actifs. Et de jeunes actives, parce qu'il faut souligner que, notamment pour la création d'entreprises, notamment pour les start-up, si on prend un anglicisme, mais en tout cas toutes les entreprises d'innovation, les femmes sont réputées en Afrique être plus entreprenantes que dans tous les autres continents, en proportion. Donc on a des biais de genre dans certains domaines et dans certains pays, mais pas pour la dynamique économique de la jeunesse. Donc ça, c'est important, c'est un atout supplémentaire qui est apparu. Il y a des pays où il y a plus de filles à l'université, et ça, c'est probablement un des vrais atouts. Mais enfin, on a de plus en plus de talents bien formés, et le problème, c'est que nous avons une économie qui, structurellement, n'a pas donné la priorité au travail. Elle l'a donné au capital, parce que quand on vous livre un continent à l'indépendance, dans lequel il y a peu de routes, peu de ports, peu d'aéroports, très peu de centrales électriques. On est obligé de faire ce qui coûte le plus en capital en créant le moins d'emplois directs, c'est-à-dire des infrastructures très coûteuses. Alors heureusement, on a fait des progrès dans ce domaine. Si vous regardez nos ports, si vous regardez nos routes, nos chemins de fer, nos canaux d'irrigation, nos centrales solaires, nos barrages, heureusement, après 50 ans d'efforts, on peut passer à quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers le travail et donner de l'emploi d'un bout à l'autre du continent. Et c'est l'industrialisation ou les services moderne du secteur dit tertiaire. Mais c'est vrai que ça a été longtemps un vrai goulot d'étranglement. On n'avait pas une structure qui produisait par nature des emplois. Vous voyez, dans les pays de la francophonie développés, bon, le Canada, la France, la Belgique, etc., pour arriver à faire régresser le chômage et donc à donner une place à la jeunesse sur l'entrée du marché du travail, il suffit de faire 1,5% de croissance de l'économie. Chez nous, en Afrique subsaharienne, mais pas seulement en Afrique, nous faisons dans les pays en développement, il faut atteindre 7%. Pourquoi? Parce que nous avons une croissance qui est beaucoup plus capitalistique, et ça parce qu'il fallait bien donner des infrastructures à notre continent. C'est donc quelque chose qui va s'améliorer tendanciellement, mais qui est politiquement très très difficile. Bon, l'atout de l'Afrique, c'est que maintenant, on n'a pas comblé le retard, mais on peut quand même voir dans tout le continent une amélioration significative de l'accès à l'emploi, et pas seulement l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'était la seule solution, parce qu'il n'y avait pas d'entreprise pour vous accueillir.
Alors, l'entrepreneuriat est mieux soutenu, mais surtout, maintenant, on peut se tourner vers des services et des activités manufacturières de transformation qui donnent vraiment des opportunités d'emploi. C'est exactement le moment. Ça a été le même moment de la Chine à partir de 1949, des années 50. C'est aujourd'hui exactement le moment de l'Inde. Et l'Afrique suit. Et elle va avoir beaucoup plus de jeunes actifs, moins d'inactifs, puisqu'il y aura moins d'enfants, toujours pas beaucoup de gens d'âge comme moi, si vous voulez. Et donc on va avoir une vraie population active qui pourra rencontrer l'emploi. Et donc tous les efforts d'éducation vont avoir un plein rendement, alors qu'aujourd'hui, c'est une frustration terrible. Et le premier problème politique, à mon avis, de tous nos pays. Donc on est vraiment dans un tournant pour le continent africain. Ah oui, tout à fait frappant, avec des métiers différents, et ça coïncide à un moment où les technologies ont beaucoup avancé, où il va se passer des choses importantes autour du numérique, de l'intelligence artificielle, du renouvelable, etc. Et l'Afrique est très adaptée à ça. Quand vous regardez les paiements électroniques, oui, vous voyez que, en fait, on adopte les innovations beaucoup plus vite que dans le passé. On saute les étapes, en fait. Voilà, oui, et on saute les étapes. Et par conséquent, je pense que l'évolution démographique correspond à l'évolution de notre structure économique, c'est-à-dire l'emploi rejoint la jeunesse, et la jeunesse va pouvoir entrer sur le marché du travail. Maintenant, il faut affiner les compétences, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait de, si vous voulez, de carence de nos compétences. C'était vraiment une situation très étrange. Mais vous voyez, dans ma génération, le Bénin, au moment où moi je nais, il a 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en a 14. Moi, j'ai l'âge de la retraite. Donc, quand ma classe d'âge prend sa retraite, c'est la retraite d'une population de 2 millions d'habitants. Mais la jeunesse d'aujourd'hui est un pays qui a 7 fois plus de... Donc, vous voyez, ce sont des classes très creuses qui s'en vont, laissant des places dans les entreprises pour une cohorte beaucoup plus importante. Ça aussi, c'est une chose, quand on a eu un progrès démographique pareil, évidemment, ça crée des contraintes. C'est la question qu'on vous pose dans tous les meetings, la première. Qu'est-ce que vous avez pour nos jeunes? Qu'est-ce que vous avez contre le chômage? Et la chose qui est très différente de l'Europe, et donc dans la francophonie, si vous voulez, il y a les jeunes pays, puis les pays un petit peu plus âgés, c'est pas tout à fait la même situation, et on a besoin de la solidarité entre les deux. Mais une chose qui est frappante, c'est que plus vous êtes formé aujourd'hui, plus il est difficile de trouver un emploi. Quand vous regardez les statistiques de chômage, si vous avez une maîtrise, vous avez plus de difficultés parce qu'il n'y a pas de postes qui conviennent bien que si vous avez le BPC ou le baccalauréat. Plus d'emplois. Parce que là, sur les emplois relativement peu qualifiés du secteur informel, en fait, on peut absorber une partie de la jeunesse. Mais vous imaginez pour les familles qui ont fait des efforts d'un bout à l'autre du continent, et ça, on partage ça avec les pays francophones en développement de l'Asie, si vous voulez, ou des Caraïbes, mais quand les familles sont confrontées au fait qu'elles ont fait un effort très important, qu'effectivement les talents sont là, mais qu'il n'y a pas d'emploi pour le talent, politiquement c'est terrible. Et donc, c'est de la faute de tous les dirigeants, mais c'est aussi un peu un legs historique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les dirigeants se sont apparemment conscients de ces problématiques et se réunissent et ont ces débats, notamment lors du dernier sommet. Alors, on parle beaucoup de francophonie économique de nos jours. C'est un concept qui est une phrase, qui est une expression très utilisée. Selon vous, dans quelle mesure cette coopération économique spécifiquement francophone peut-elle vraiment créer des opportunités de développement de nos pays? Alors, vous avez partiellement répondu, mais à l'échelle nationale d'un pays, en quoi est-ce que ça apporte Alors, si vous voulez, normalement, d'avoir la même culture, la même langue, au fond, d'avoir des valeurs qu'on exprime de la même façon, en étant souvent formés les uns les autres dans des plateformes communes. Normalement, ça, c'est un grand atout. Et personne ne se poserait la question, par exemple, pour l'Afrique lusophone. C'est évident pour tout le monde qu'en Angola,
au Mozambique, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, vous allez trouver des entreprises brésiliennes beaucoup plus ou portugaises évidemment, que dans les pays francophones ou anglophones. Ça ne fait de doute pour personne que c'est beaucoup plus simple de faire des contrats dans le même droit, dans la même langue. Une des questions fondamentales quand un investisseur veut venir dans un pays, c'est quelle va être la langue du contrat, quelle va être la juridiction et quel va être le système de droit qu'on va utiliser. Ça ne fait pas de doute pour les pays anglo-saxons et pour les pays lusophones. Et c'était beaucoup moins dans la culture francophone, curieusement. Parce que je pense que le statut de l'économie était moins important. On était plus tourné vers le politique, le culturel. Mais c'est pas évident que les partenariats étaient une priorité. Aujourd'hui, ils sont devenus une priorité. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de ressources dans les pays sous-développés par rapport aux plus riches. Et ceux qui sont, qu'on n'appellerait plus aujourd'hui sous-développés, ils ont aujourd'hui des taux de croissance qui sont attrayants, parce qu'il y a une demande croissante, et parce qu'il y a aussi une dotation incroyable de tout ce qui est nécessaire dans un monde en changement, notamment climatique. Si vous voulez. Quand vous regardez les matières premières de l'Afrique, qui vont être maintenant transformées en Afrique, du lithium au cuivre, tout ce qui est nécessaire, les terres rares, tout ce qui est nécessaire à la révolution numérique et aux nouvelles formes d'énergie, on est doté en solaire, en vent, en hydraulique, encore complètement dans l'enfance. Ce qui nous donne des atouts très importants. Vous avez les atouts de demande, vous avez les atouts naturels, de ressources naturelles, vous avez la capacité, vous avez l'espace. Par exemple, en Europe, c'est difficile d'implanter des éoliennes ou de grandes fermes solaires, parce que c'est pas comme l'Afrique, un continent immense et encore avec une densité relativement faible. Donc on a des atouts exceptionnels et normalement, si vous voulez, on devrait se donner des avantages entre nous parce que culturellement, on est quand même très proches, tout va beaucoup plus vite. Et la confiance s'établit plus vite. C'était pas vraiment dans la culture. Je me rappelle être allé au Québec avec le président Abdou Diouf, il y a déjà quand même quelque chose qui doit ressembler à plus de 10 ans. Et c'était les tout débuts de la francophonie économique. Alors que je pense que dans la culture anglo-saxonne, par exemple, c'était permanent déjà. Si vous voulez. Le Commonwealth, par exemple, est plus tourné depuis longtemps vers l'économie. Donc c'était très important de se mettre à jour. Et ce que j'ai vu en allant au Québec, au Canada, avec la mission, c'est beaucoup d'engouement de chefs d'entreprise des deux côtés, du Canada, du Québec, mais de l'Afrique et de l'Asie. D'ailleurs, on a de plus en plus d'échanges avec des pays d'Asie francophones. Par exemple, le Vietnam est devenu un partenaire d'un pays comme le mien, très important. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et donc, j'ai mesuré qu'il y avait des attentes, des compréhensions faciles. Et je me félicite du fait que je crois savoir que la prochaine grande mission économique aura lieu au Bénin. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez qui sont les investisseurs qui sont venus avec un certain empressement, sachant qu'on a créé, au fond, un écosystème très attirant, eh bien, ils s'appellent des investisseurs chinois, indiens, bangladeshis, etc. Et assez peu de francophones, et de façon générale assez peu d'Européens, et assez peu de Nord-Américains. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'on a les structures maintenant, on a les infrastructures, mais ceux qui en profitent et viennent utiliser tous ces atouts ne sont pas forcément francophones, parce que l'habitude a été perdue depuis, au fond, une histoire de l'indépendance, au fond, des liens se sont dénoués, alors que nos principaux consommateurs ou transformateurs dans leurs usines sont en Asie.
Et pas forcément en dehors du oui, Vietnam, pas forcément dans une tradition francophone. Donc c'était urgent c'est urgent de changer le cap. Alors vous mentionnez la prochaine mission économique qui se tiendra au Bénin. Et c'est vrai que vous avez parlé là tout de suite de cette relation quasiment naturelle, par exemple, entre les pays lusophones qui partagent une histoire, le Portugal et les anciennes colonies, le Brésil. Et pour la francophonie, ce qui est particulier, c'est quand même qu'on rapproche des mondes qui n'ont parfois pas d'histoire en commun. Par exemple, je pense aux pays d'Europe centrale, la Roumanie par exemple, la Moldavie, qui sont des pays membres, qui vont peut-être rencontrer des marchés économiques qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de rencontrer à travers ces missions. Ça va très vite, ça change très vite. Oui. Parce que vous venez de citer la Roumanie, alors c'est aussi à cause d'un développement de l'industrie automobile, très important avec Renault par exemple. Mais la Roumanie fait partie, comme la Pologne, comme l'Espagne, de façon même plus ample, de ceux qui font le plus de progrès dans leurs échanges avec les pays en développement, et notamment africains. Donc ça change vite, en fait. Et en fait, ces pays, par exemple, d'Europe centrale ou les pays d'Asie francophone, ont souvent des technologies très adaptables dans les pays en développement, parce que ce n'est pas forcément exactement la technologie allemande de grandes échelles, etc. Et c'est souvent d'un rapport qualité-prix assez remarquable. Donc il y a un progrès important de ces pays. Vous voyez, ils sont un petit peu en dessous du radar. Les gens se disent... les grands partenaires de l'échange, ça doit être les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Non, aujourd'hui, dans ceux qui font le plus de progrès, vous avez la péninsule ibérique, vous avez la Pologne, vous avez la Roumanie, vous avez le Vietnam. Enfin, vous voyez, la Turquie, ces pays-là. La Turquie a pris une dimension très, très importante. Donc, ça s'est beaucoup renouvelé. Ça change vite. Donc assez vite, il faudra aller en Roumanie faire une mission parce qu'on voit désormais vraiment les Roumains, si vous voulez. Il y en a une l'année dernière. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait des participants à la mission économique en Afrique de l'Ouest qui viennent justement de Roumanie, d'Asie du Sud-Est. Comment est-ce que vous pensez que des économies telles que celle du Bénin, mais des pays de la sous-région, peuvent vraiment bénéficier de ces échanges ? Sur le long terme, ça peut apporter quoi de différent? Alors, si vous voulez, avec les pays francophones, on a quand même des relations assez fécondes, si vous voulez. Sur des domaines qui ne semblent pas importants à tout le monde, mais qui, moi, me semblent très, très importants, comme par exemple le domaine de la culture. Vous voyez, la restitution des objets que les corps expéditionnaires avaient pillés après leur victoire et qui étaient dans les musées français. Il y a désormais un cadre juridique et un précédent très important de restitution vers nos pays. Ça a été perçu comme un élément de considération, de respect, de fierté, et la jeunesse dont vous parlez était beaucoup plus enthousiaste que même les gens de ma génération. Bon, moi, dans ma génération, je fais tout ce que je pouvais pour que ces restitutions aille vers le Bénin. C'était une idée du président Patrice Talon dès qu'il est arrivé aux affaires et qu'on a un petit peu poussé. Bon, pourquoi? Parce que d'avoir culturellement quelque chose qui peut aussi avoir des retombées économiques, parce que ça va aider au développement d'un tourisme culturel, d'un tourisme mémoriel. Le fait qu'on fasse circuler des objets d'art vers les pays francophones des Caraïbes, par exemple. Ça, c'est aussi... Ça a l'air très immatériel, mais c'est très important pour avoir des rapports d'égalité et de fierté, de compréhension, si vous voulez. Et donc, ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que l'économie dans la vie, et les aspects de la culture
ont plus de retombées économiques que ce qu'on croit, si vous voulez. Donc ça, je pense que c'est une chose assez remarquable. Et pour la jeunesse, moi je vois la génération de mes enfants, si vous voulez, ça va de soi. Bon. Et puis on a des collaborations, par exemple, c'est une entreprise canadienne qui a une gestion déléguée pour la gestion de l'électricité. C'est une entreprise belge, un des ports, en l'occurrence Anvers, de la Belgique, qui est l'assistant technique en fait de notre port de Cotonou, qui fait des progrès incroyables dans les 10 dernières années, si vous voulez, comme Lomé en avait fait quelques années auparavant. Et donc, si vous voulez, il y a une présence d'entreprises un peu nouvelles qui font des choses vraiment nouvelles. C'est-à-dire qu'elle participe vraiment à la transformation en fait, de nos économies, de nos infrastructures. Donc je pense que, si vous voulez, le potentiel est là, et il y a un certain nombre de gestes symboliques qui montrent que toutes ces idées de partenariat entre égaux, ça progresse dans la conscience des deux côtés de la francophonie la plus riche, la plus avancée, et la francophonie qui a besoin d'importer des compétences. Mais il faut évidemment qu'on puisse circuler à l'intérieur de la francophonie. Il faut apprendre à mieux se connaître aussi, certainement. Pour se connaître, ça c'est beaucoup une question d'éducation. Il faut qu'on puisse utiliser Internet de plus en plus en français, mais bon, ça je crois que c'est quelque chose qui progresse aussi. Oui. Et je crois que le numérique c'est très important pour l'OIF. Absolument. Donc ça c'est une chose importante. Donc ce qui est important, c'est qu'on multiplie les rencontres, qu'il y ait une organisation qui multiplie les événements, parce qu'il faut qu'on se connaisse véritablement, dans tous les sens du mot, se connaître, et pour ça, il faut qu'on puisse aller les uns vers les autres, à la fois pour se former, à la fois pour échanger, pour investir ou pour commercer, et puis aussi pour se respecter les uns des autres, en faisant un soutien culturel à tous nos échanges. Le dernier mot, peut-être, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez adresser aux jeunes entrepreneurs des pays francophones qui cherchent à s'insérer à l'international et à réussir? Je viens d'avoir 70 ans. Eh bien, moi, j'aimerais bien avoir 20 ans aujourd'hui, parce que je pense que avoir 20 ans aujourd'hui, c'est être de la génération qui va connaître quelque chose que la Chine a connu, devenant pratiquement la première puissance du monde en 2 générations. Ce que l'Inde est en train de vivre, je pense que, vous voyez, il y a un écrivain français, Paul Nizan, qui avait une formule: j'ai eu 20 ans et je ne laisserai à personne le droit de dire que c'est le plus bel âge de la vie. C'est un peu pessimiste. C'était dans les années 20. Les gens qui ont 20 ans, aujourd'hui en Afrique, je pense que c'est le plus bel âge de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.